Bonjour, je vais entamer cette préparation à l'examen régional de français par l'étude du troisième module dans le programme pédagogique de la première année du baccalauréat qui est Antigone de Jean Anouilh. Dans cette première séance, je vais revoir avec vous les approches externes de l'œuvre et je commence par la biographie de l'auteur. Donc, l'auteur de cette troisième œuvre au programme est Jean Anouilh. C'est un écrivain et dramaturge français du XXe siècle, né le 23 juin 1910 à Bordeaux et décédé le 3 octobre 1987 en Lausanne à l'âge de 77 ans. Jean Anouilh a écrit plusieurs œuvres, dont l'œuvre au programme qui est Antigone, laquelle œuvre a été écrite en 1942, représentée pour la première fois en 1944 et publiée en 1946, c'est-à-dire 2 années plus tard. Donc, comme vous devez le voir, comme vous avez dû le remarquer, Antigone a été représentée ou jouée devant le public avant d'être publiée. En sus ou en plus de cette œuvre au programme, que nous avons au programme, Jean Anouilh a écrit plusieurs autres œuvres qui sont Eurydice, L'invitation au château, L'Alouette, Beckett ou L'honneur de Dieu, etc. Nous allons passer maintenant au contexte historique et symbolique d'Antigone, puisque toute œuvre, ou puisqu'une œuvre est toujours d'une manière ou d'une autre attachée à son époque. Par exemple, si je vous parle du dernier jour d'un condamné, texte réquisitoire contre la peine de mort, on ne pourra passer sous silence le fait que à l'époque de cette œuvre qui est le dernier jour d'un condamné, la peine de mort était monnaie courante en France, c'est-à-dire qu'elle existait avec force ou qu'elle était fortement présente en France. Donc, pour comprendre la pièce d'Antigone, il faut, comme je vous ai dit, la relier à son contexte, qui est un contexte de guerre. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Antigone a été représentée pour la première fois le 4 février 1944 à Paris, ou dans un Paris qui était colonisé par l'Allemagne. Jean Anouilh est donc dans un esprit de résistance et donc c'est dans cet esprit de résistance qu'il pense à travailler sur le personnage d'Antigone. Jean Anouilh était fortement nourri de culture classique et donc il a songé justement à cette pièce de Sophocle qui est Antigone et qui, pour un esprit moderne, évoque la résistance d'un individu face à l'État. Il traduit donc Antigone en français, la retravaille, en donne une version toute personnelle et moderne. Donc, bien que mettant en scène un personnage mythique de l'Antiquité grecque qui est Antigone, on voit tout de suite dans sa pièce une œuvre d'actualité. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la France est dans un contexte de guerre. Va figurer alors le gouvernement de Vichy, qui est le gouvernement de l'État français sous l'autorité du maréchal Pétain, qui dirigeait la France pendant l'occupation allemande. Donc, créant, comme je l'ai dit, figurera le gouvernement de Vichy et sera considéré comme un théoricien de la collaboration avec l'ennemi, alors qu'Antigone, comme un personnage révolté et anarchique, apparaîtra comme le symbole de la résistance. Nous allons passer maintenant à l'étude du paratexte, spécialement ou précisément l'étude de la première de couverture
d'Antigone. Alors, comme nous le voyons sur cette première de couverture, hein, ou cette première de couverture est impartie ou divisée en plusieurs parties. Hein, dans la première partie, tout en haut, figure le nom de l'auteur. Donc le nom et le prénom de l'auteur. Hein, le nom et le prénom qui sont écrits en marron sur un fond blanc. Donc ici, bien sûr, on voit plutôt du noir sur un fond gris, d'accord? Mais dans l'édition papier, hein, ils sont écrits en marron sur un fond blanc. Donc, le nom et le prénom sont écrits en lettres majuscules. Le nom est écrit en caractère gras, alors que le prénom est écrit en caractère maigre. Juste en dessous du nom de l'auteur, nous avons le titre de l'œuvre, qui est un titre éponyme, puisqu'il reprend le nom du personnage principal qui est Antigone. Alors, le titre est écrit en marron sur un fond rouge, d'accord? Alors, et en gras pour attirer l'attention du lecteur. En dessous encore, nous avons une illustration qui représente deux ombres de forme humaine. Alors, ces deux ombres réfèrent aux personnages principaux de l'œuvre qui sont Créon à gauche et Antigone à droite. Créon est crayonné ou dessiné de manière à mettre en évidence sa supériorité, normal puisque c'est le roi. Hein? Regardez, une silhouette grande et imposante. Hein? Un geste, le geste de la main ou du doigt qui exprime vraisemblablement un ordre. Antigone, regardez à côté, hein? Elle offre l'idée d'une petite fille toute maigre et petite de taille par rapport à son interlocuteur qui est Créon. Le dessin ou l'illustration suggère par anticipation l'inégalité du combat qui va opposer les deux protagonistes et qui tournera logiquement en faveur du plus fort qui est le roi. Alors, cette première de couverture est dominée par la couleur rouge qui renvoie à la couleur du sang et qui annonce d'emblée l'univers tragique de la pièce. Tout en bas de cette première de couverture figure le nom de la maison d'édition, hein, écrit en caractère maigre en marron sur fond blanc, qui est la table ronde. Donc nous avons terminé cette lecture ou la lecture de cette première de couverture. À présent, nous allons passer au genre d'Antigone qui est tragédie moderne. Donc comme nous l'avons déjà annoncé, Jean Anouilh a retravaillé l'Antigone de Sophocle, qui est un dramaturge grec antique. Donc, cette Antigone de Sophocle était une tragédie classique ou est une tragédie classique. Donc, il serait judicieux, avant de définir la tragédie moderne, d'aborder son ancêtre qui est la tragédie classique. Donc, qu'est-ce que la tragédie classique ou la tragédie, tout simplement? Hein, c'est un genre qui est né dans l'Antiquité à Athènes, en Grèce. Hein, c'est un genre qui est étroitement lié à la mythologie gréco-latine et à l'idée de destin et de liberté. Le petit Robert définit la tragédie comme étant une œuvre dramatique en vers, présentant un accent tragique dans les événements par le jeu de certaines règles ou bienséances se traduisent essentiellement en conflit intérieur entre chez des personnages illustres aux prises avec un destin exceptionnel. Autrement dit, la tragédie est une œuvre, théâtrale. C'est une œuvre théâtrale qui met en scène des personnages illustres, d'accord, c'est-à-dire des rois, des princes, etc., qui luttent contre un destin exceptionnel ou contre la fatalité et dans
dans le dénouement ou dans la fin, hein, va se terminer par la mort. Donc, pour l'un ou pour plusieurs personnages. La tragédie moderne va venir plus tard, au XXe siècle, par des écrivains de renom, comme Cocteau, Giraudoux ou Jean Anouilh, hein, lesquels écrivains vont réécrire des mythes antiques de manière à les adapter au contexte historique contemporain. Donc, à présent, nous allons aborder les points de discorde ou de discordance entre la tragédie classique et la tragédie moderne. Et on verra par la suite leurs points de ressemblance. Donc, la tragédie classique est écrite en vers. Pardon. La tragédie classique est écrite en vers, des vers poétiques, alors que la tragédie moderne est écrite en prose. La tragédie classique met en œuvre des personnages nobles, légendaires ou réels, comme nous l'avons dit quelques minutes auparavant, hein, des héros antiques, des rois, etc., qui se lamentent face à leur destin, qui est un destin exceptionnel, hein, qui se termine par la mort de l'un ou de plusieurs d'entre eux, alors que la tragédie moderne met en œuvre des personnages ordinaires, voire vulgaires, comme les gardes, dans l'Antigone de Jean Anouilh. Les personnages, la tragédie classique, puisqu'elle met en œuvre des personnages nobles, elle ne peut être écrite que dans une langue soutenue, puisque ces personnages, les personnages nobles, ne peuvent s'exprimer que dans une langue soutenue, poétique et majestueuse, alors que les personnages ordinaires ou vulgaires vont s'exprimer dans une langue familière, comme la nounou. La tragédie classique a une structure, obéit à une structure antique, classique, en 5 actes, alors que la tragédie moderne ne comporte ni acte ni scène. La tragédie classique, pour inspirer au public ou au lecteur la pitié et l'horreur, hein, elle doit lui offrir une histoire vraisemblable. Ça veut dire quoi, vraisemblable? Ça veut dire une histoire qui pourrait avoir lieu en réalité et dans laquelle le public peut s'identifier et se reconnaître. Il faut donc que l'histoire de la tragédie classique apparaît comme non seulement possible, mais comme probable et courante. Et c'est ce qu'on appelle la règle de la vraisemblance. Dans la tragédie moderne, cette histoire, cette règle de vraisemblance va être brisée, d'accord, comme nous allons le voir dans l'Antigone de Jean Anouilh, où le prologue présente les personnages d'emblée comme des acteurs qui vont jouer des rôles. Et nous allons voir comme dans la citation qui va nous dire voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Voilà pour les points, pour les différences entre ces deux tragédies. Pour leurs points communs, on va dire que les deux tragédies, qui sont la tragédie classique et la tragédie moderne, obéissent aux règles de 3 unités, qui sont l'unité de lieu, c'est-à-dire que la tragédie se déroule souvent dans un lieu unique. Donc, Thèbes et le palais pour les deux tragédies. La deuxième unité est l'unité de temps. Ça veut dire que la tragédie dure au maximum une journée. Et dans l'Antigone de Jean Anouilh, nous allons voir que la tragédie commence à l'aube et qu'elle se termine à 5 heures ou juste après, ou quelques temps après 5 heures. La dernière unité, c'est l'unité d'action
Et ça veut dire, ce qui veut dire que l'accent est composé d'un accent unique, simple et grandiose, comme nous allons le voir dans la tragédie, encore une fois, d'Anouilh, où toute l'histoire va tourner autour d'un seul accent, qui est l'enterrement de Polynice par Antigone. La deuxième règle qui consiste à un point commun entre les deux tragédies, c'est la règle de la bienséance. Donc, en quoi consiste cette règle de bienséance, hein? Pour ne pas choquer le spectateur, la tragédie exclut de la scène tout ce qui est amour, violence, etc. Hein, donc, tout ce qui est choquant pour le public. Voilà, donc le genre d'Antigone, c'est une tragédie moderne. On arrive à présent à la présentation des personnages de la pièce. Donc la pièce, dans cette pièce, nous avons des personnages principaux et des personnages secondaires, bien sûr. Le premier personnage, qui est le personnage central de la pièce, qui est le personnage éponyme, est Antigone. C'est la fille d'Oedipe, sœur de Théocle, Polynice et Ismène. C'est une fille qui a un physique garçonnier. Elle est maigre, noiraude, laide et négligée. Elle est obstinée, têtue, impulsive. Dès le prologue, règne autour d'elle un sentiment de fatalité, de destin inéluctable, comme on le voit dans cette citation. Elle aurait bien aimé vivre, mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone, il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Le deuxième personnage féminin de la pièce est complètement aux antipodes du premier, qui est Antigone, et c'est Ismène, la sœur d'Antigone. Alors, à l'opposé d'Antigone, qui est laide, etc., Ismène est belle et coquette, sage et réfléchie, mais pas du tout courageuse comme sa sœur. Le troisième personnage, c'est Créon. Alors, Créon est le frère de Jocaste, la femme d'Oedipe. Quand il n'était que le premier personnage de la cour, alors Oedipe, c'est le père des princesses, d'Antigone et d'Ismène. Et Jocaste, c'est leur maman. Et c'est en même temps la femme et c'est en même temps la sœur de Créon. Alors, quand Créon n'était que le premier personnage de la cour, c'est-à-dire du vivant d'Oedipe, il aimait les belles reliures, les langues flâneriches et les antiquaires de Thèbes. Mais après la mort des deux fils d'Oedipe, il est devenu roi de Thèbes, fonction qu'il considère comme un métier de tous les jours. Donc, pour Créon, être roi, c'est un métier de tous les jours. Et c'est un métier qu'il assume et qu'il assume parfaitement et dont il assume les sacrifices nécessaires comme la punition de Polynice ou l'exécution d'Antigone. C'est un personnage vieilli, usé, qui se distingue par sa volonté d'accommodement, comme il va l'avouer dans son face-à-face avec Antigone, mais il avoue aussi avoir entretenu d'autres idéaux quand il était plus jeune. Alors, comme on le voit encore une fois dans la citation, dans ses paroles, dans ses propres paroles. J'écoutais du fond du temps un petit Créon maigre et pâle, comme toi, et qui ne pensait qu'à tout donner, lui aussi. Alors, Créon se considère lui-même comme une Antigone qui n'avait pas rencontré son destin fatal, ou comme une Antigone qui aurait survécu justement à ce destin ou à cette fatalité. Le cœur est le personnage suivant. Le cœur est un personnage qui a gardé de son origine grecque, c'est-à-dire la tragédie de Sophocle, une fonction collective, représentant un groupe indéterminé, celui des habitants de Thèbes ou celui des spectateurs émus. Donc le cœur est la voix des habitants de Thèbes ou des spectateurs émus. Face à Créon, il fait des suggestions qui toutes se révèlent inutiles. Donc on l'a vu quand il était face à Créon, il lui avait fait plusieurs propositions pour sauver Antigone, mais toutes ces propositions se sont révélées vaines et inutiles. Le cœur garde également de la tragédie de Sophocle
une fonction de commentateur. Il fait des commentaires. Et voilà, maintenant le ressort est bandé, cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul, etc. Alors, en plus de cette fonction de commentateur, il a une fonction de messager, puisque c'est lui qui annoncera à Créon la mort de sa femme. C'est aussi qui tire également la leçon de morale du drame. Et voilà, sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles. Donc le cœur a plusieurs fonctions dans la pièce. Il est la voix, il a la voix du groupe, c'est le représentant pardon, du groupe, hein, c'est le représentant des habitants de Thèbes, c'est le représentant des habitants de Thèbes. Il est un commentateur, il est représentant des habitants de Thèbes ou de la voix des spectateurs quand il va demander à Créon de sauver Antigone. Il a une fonction de commentateur, il a une fonction de messager puisque c'est lui qui va annoncer à Créon le décès de son épouse. C'est lui aussi qui va tirer la leçon morale de la fin. Donc voilà pour ce personnage. Nous passons à présent au personnage secondaire. Alors, et on commence pareillement. Donc, comme vous avez dû le voir, je n'ai pas cité les personnages dans l'ordre de leur apparition dans le texte. Donc, c'est un peu aléatoire. Donc, Aimant est le fils de Créon et d'Eurydice. C'est le fiancé d'Antigone dont il est très amoureux et qui suivra jusqu'à la mort. Il n'apparaît qu'à deux occasions. La première occasion avec Antigone et la deuxième occasion avec son père. Il est soumis à Antigone et révolté contre Créon. Le prologue, il va intervenir au début du texte pour nous présenter les personnages et le contexte de la pièce. La nourrice est la vieille femme qui s'est occupée des deux princesses avant la mort de la reine, leur mère. Alors, Antigone l'appelle familièrement Nounou et c'est une femme qui est affectueuse et avec les princesses, surtout avec Antigone, mais qui ne la comprend pas du tout. C'est une femme qui est naïve. Eurydice est la femme de Créon. C'est une femme qui passe ses journées à tricoter des habits pour les pauvres de Thèbes. Elle tricotera durant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Alors, elle va se trancher la gorge à la fin de la pièce en apprenant la mort de son fils. Les trois gardes, ce sont les gardes chargés de surveiller le corps de Polynice. Leur langage est grossier et grotesque et leur petitesse de vue ont fait des personnages peu sympathiques dans les rares bons souvenirs, les rares bons mouvements, ne suffisent pas à cacher la peur de leur hiérarchie. Donc ce sont des personnages soumis à créance, soumis à la justice, hein, et cette soumission n'est pas établie sur la base d'une fidélité personnelle, mais ils sont des auxiliaires de la justice respectueux du pouvoir en place jusqu'à ou quel que soit celui qui occupe ce pouvoir. Le page du roi, donc la définition du page ou qu'est-ce qu'un page? Le page, c'est un jeune homme ou un enfant d'origine noble qui est au service d'un roi, attaché au service d'un roi ou d'une reine. Donc le page du roi, c'est un enfant ici qui accompagne Créon dans plusieurs scènes. Il représente l'innocence émouvante, l'enfant qui voit tout et ne comprend rien du tout, qui n'est donc qu'un secours à Créon. Le messager est celui qui viendra informer la reine de la mort de son fils. Et n'oublions pas Douce, qui est la chienne d'Antigone. Donc voilà, je vous ai fait un aperçu des personnages de la pièce et on va les voir plus en détail dans le prologue. Donc, nous allons passer à la structure de la pièce, qui est une structure en trois mouvements. L'exposition, qui est l'équivalent de la situation initiale dans le récit, le nœud et le dénouement. Donc, dans l'exposition, nous allons compter 11 scènes, du prologue jusqu'à la scène entre Antigone, les gardes et Créon. Hein, quand Créon surprendra
Antigone menottée avec les gardes ou en compagnie des gardes. Le nœud, hein, qui correspond à la longue scène de la pièce qui est la scène entre Antigone et Créon, la scène suivante entre Antigone, Créon et Ismène, et la scène entre Créon et le cœur, et le dénouement comportera les autres scènes. Voilà, donc une petite remarque. La pièce de Jean Anouilh n'est pas divisée en actes et en scènes comme nous l'avons dit tout à l'heure et comme c'est le cas de la tragédie classique. Alors, dans l'Antigone de Jean Anouilh, les passages choisis correspondent aux entrées et aux sorties des personnages. C'est-à-dire que dans l'Antigone moderne, comment est-ce qu'on sait qu'on est passé à la scène suivante? C'est l'entrée, la didascalie qui indique l'entrée ou la sortie des personnages. Voilà donc pour cette première séance sur Antigone, ou cette première leçon sur les approches externes d'Antigone. Voilà, donc je vais vous laisser en attendant ou en vous donnant rendez-vous euh, dans une leçon prochaine et qui sera la lecture méthodique du prologue d'Antigone.